Chers amis de Podium Jeunesse, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous parlons d'une force silencieuse mais puissante qui façonne l'avenir de nos communautés, le leadership des jeunes. Comment ces jeunes pleins de talent et d'énergie s'engagent-ils pour transformer nos communautés? Pourquoi et comment investir en eux? Pour en parler, de jeunes femmes qui ont fait du leadership leur mission. À ma gauche, Nadia Anwoun, un visage bien connu sur ce plateau. Bonsoir Nadia. Bonsoir Nadia. Je suis très heureuse de vous retrouver. Au plaisir. Comment vous allez? Je vais bien. Vous êtes une juriste passionnée, fondatrice de Miabeloya, un cabinet qui met le droit au service de la jeunesse et des femmes. Vous ne savez pas, vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup. Merci. Merci d'être là. À ma droite, Colette Ekoué. Bonsoir Colette. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Vous êtes la promotrice de Digital Girl, l'e-commerce au féminin, une initiative qui forme, accompagne et inspire les jeunes filles et les femmes sur les outils du digital avec un accent sur le e-commerce. Ensemble, elles vont nous éclairer sur l'importance d'investir dans le leadership des jeunes. Pour commencer, comment définiriez-vous, Nadia, le leadership de la jeunesse dans le contexte togolais d'aujourd'hui? Est-ce que ce concept a évolué par rapport aux générations précédentes? Je dirais que le leadership en lui-même, c'est quelque chose d'évolutif, mais les bases ne changent pas. C'est l'envie de s'accomplir, de s'épanouir et de contribuer tout simplement à la société qui emmène chacun de nous à pouvoir l'idée d'abord sur nos objectifs personnels, mais également sur les objectifs et les attentes de la société. Particulièrement par rapport à la jeunesse togolaise, je dirais que oui, il y a une évolution parce qu'auparavant, on voyait beaucoup moins de jeunes qui osent prendre la parole, qui pensent en tout cas à prendre le devant des réalités, des problématiques que notre pays rencontre. On a de plus en plus de jeunes qui sont des leaders, on va dire ça. Et je crois que c'est tout au plaisir pour la croissance du pays. Merci beaucoup, Colette. Le leadership de la jeunesse actuelle s'identifie par la capacité d'initier et d'innover, bien sûr, parce que nous avons maintenant ces jeunes personnes-là qui sont capables de se lever, de se mettre devant et se dire « Ah, nous avons décidé de créer de belles choses, nous avons décidé de faire mieux et plus que la génération précédente en s'acquérant des opportunités qu'offre le digital de nos jours. » Donc, je peux dire ça comme ça. De votre point de vue, Nadia, quelles sont les plus grandes forces et les plus grands défis de la jeunesse togolaise actuelle? Je vais commencer plutôt par les défis. Et je crois qu'on a l'habitude de le dire dans d'autres émissions d'ailleurs, que le plus grand défi de ce siècle, c'est la distraction. Parce qu'il y a tellement d'informations qui passent, tellement d'opportunités de se perdre et de ne pas rester focus, parce que quand on parle de leadership, on parle également de compétences, on parle d'utilité et chacun l'est dans son couloir. Et donc avec la multitude d'informations et d'éléments de distraction qu'il y a, être focus, rester dans son couloir et apporter sa contribution est un véritable défi. Je dirais que c'est le principal défi dont vont découler énormément d'autres défis qui vont agir sur la confiance en soi, etc. Moi, je trouve particulièrement que la jeunesse togolaise par rapport à d'autres jeunesses de la sous-région est beaucoup réservée. Ce que le nombre, la capacité à prendre des risques des jeunes de la tranche d'âge de 20 à 30 ans dans d'autres pays de la région. Au Togo, cette capacité-là, on ne l'acquiert généralement qu'à partir de 30 ans. On voit ailleurs ce que les gens de 30 ans font au Togo, les gens sont capables de le faire sans que ça ne choque à 20 ans. C'est pour dire qu'il y a quand même un travail à faire. Maintenant, parlant de force, le jeune Togolais est studieux.
discipliné, il faut le dire, discipliné, studieux, et je crois que c'est l'une de nos plus grandes forces. Lorsque, je ne vais pas citer d'autres pays de la région, mais c'est quand il faut sortir du Togo et se présenter en tant que jeune Togolais pour voir dans le regard des autres comment est-ce qu'il y a de l'admiration par rapport à simplement la perception qu'on a du jeune Togolais. Le jeune Togolais aujourd'hui dans la région est caricaturé comme quelqu'un de travailleur. Nous sommes des gens qui font le travail. Et donc, je crois que c'est l'une de nos plus grandes forces et qu'il ne reste que plus à faire beaucoup plus voir cela au Togo, mais également en Afrique et dans le monde. Merci. Colette, qu'avez-vous à ajouter au propos de Nadia par rapport à cette question? Alors, ce que j'ai à rajouter, c'est que nous manquons de mentorat adapté. Alors, il y a ces jeunes qui veulent explorer différents domaines, surtout à l'ère du digital. Beaucoup veulent explorer différents domaines. Mais malheureusement, il manque de mentors pour tenir les bras de ces jeunes-là. Venez ici, on fait ci, on fait comme ça. Donc, c'est ce que moi, je peux rajouter à ce que Nadia a dit. Passons maintenant au cœur de vos parcours. Nadia, comment vos expériences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, vous ont-elles façonné et préparé à devenir leader? Et quel message cela envoie-t-il aux jeunes qui nous suivent en ce moment? D'accord, je vais revenir sur ce que Colette a dit sur le mentorat. L'une des expériences qui m'a le plus boostée sur mon leadership, c'est mon expérience personnelle avec mon père. J'ai un père qui a été au-delà d'un géniteur, un père, un mentor pour moi. Et donc très tôt, qui m'a emmené à me connaître moi-même, parce que j'estime qu'après avoir appris à marcher, à parler, l'autre chose qu'on devrait apprendre, c'est de se connaître soi-même, ses forces et ses faiblesses. Donc je dirais que l'une des expériences personnelles, sinon la première, la plus marquante, a été cette expérience personnelle avec mon père. Je dirais également avec ma mère, mes parents. Donc je dirais que l'environnement familial dans mon parcours à moi a été très déterminant. J'ai grandi dans un environnement familial où il a failli par exemple que moi je grandisse vraiment et que j'ai des interactions extérieures pour savoir que effectivement il y a des gens vraiment qui peuvent dire que ça tu peux pas le faire parce que tu es une femme. Parce que chez moi je n'ai jamais ressenti cela dans mon environnement proche en fait. Et je connais le droit d'aînesse, il faut savoir traiter les aînés, etc. Je connais ce principe, mais il a fallu sortir pour que je puisse remarquer ces aspects freinants. Et à partir du moment où, à la base, vous n'avez pas accepté que ces aspects freinants s'appliquent à vous, tout de suite, quand vous sortez à l'extérieur, vous décidez que ça ne s'appliquera pas à vous, tout simplement. Et vous êtes focus sur vos objectifs et vous êtes focus sur le fait que je peux y arriver. Quel est le prix à payer? Et au-delà de ça, je veux parler encore d'expérience personnelle. Je crois qu'il y a également d'autres l'appelleront nature, d'autres appelleront la force de la nature et tout ça, mais moi je l'appelle le divin. Je crois qu'à partir du moment où dans notre expérience personnelle, on se rend compte qu'on a forcément une destinée et qu'on est appelé à se réaliser, à réaliser une version de nous qui n'est pas forcément présente aujourd'hui. On perçoit que nous avons un parcours personnel, c'est un combat intérieur. Et ce combat intérieur-là, c'est difficile, même parfois pour les parents, d'emmener une personne à s'en rendre compte. Il est intérieur et ce n'est que dans la prise de conscience de cet aspect divin de notre personnalité et au retour à cette source créatrice-là qu'on arrive à percuter. Dans mon parcours professionnel, les expériences les plus marquantes, je dirais que moi j'ai commencé mon premier stage en première. En classe de première? Oui, aux côtés de mon père. Okay. Et aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne dans notre académie aux jeunes que nous accompagnons en disant qu'il faut se fixer des objectifs et se rendre compte qu'en fait, l'école n'est qu'un outil
après d'autres. Et tous les professeurs nous ont déjà dit dans toutes les classes, dans toutes les rentrées, que ce que je vous donne, c'est 40% de ce que vous devez. Mais où est-ce qu'on trouve les 60 autres pourcents? C'est qu'il faut aller en stage, il faut d'abord valider les besoins professionnels que nous avons et aller les chercher. Moi, je crois que je fais quand même partie aujourd'hui, on décrit le système éducatif de notre pays. Je crois que je fais partie de la dernière génération des gens qui ont eu les meilleurs profs. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de meilleurs profs aujourd'hui, mais je veux dire que je fais partie de la dernière génération où les professeurs enseignaient vraiment en tant que sacerdoce. Et avec un plein engagement. Avec un plein engagement. C'est peut-être aussi parce que nous avons vu quel était leur retour. On les aime bien dans leur rôle, mais les conditions financières qui entourent cela ne sont pas encourageantes et on n'a pas forcément envie de prendre ce flambeau-là. Donc je dirais que ces professeurs-là, chacun de mes professeurs, d'une manière ou d'une autre, m'ont marqué. Et quand je suis rentrée dans le monde professionnel également, Madame Lawson, notaire également, a marqué beaucoup mon parcours. Un de mes professeurs que j'aimerais citer, Monsieur Kpedou, droit public en droit, m'a beaucoup marqué également de par sa personnalité et toutes les autres personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours professionnel. Je parlais d'une de mes dernières expériences professionnelles qui m'a également beaucoup marqué. Donc, je vais parler de Madame Badamasi Mivedor du Fayège, qui m'a également beaucoup marqué de par son leadership. Et je dirais que chacune des expériences, que sur le moment je les ai prises en tant que bonnes ou mauvaises, d'une certaine manière ou d'une autre, ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, partout où on m'a rejeté ou accepté, ça a forcément forgé une partie de qui vous êtes aujourd'hui. De qui je suis. Mais je dirais que certainement, c'est parce que vous avez voulu voir le bon côté de toutes ces personnes que vous avez rencontrées qui vous ont marqué à ce point. Merci beaucoup. Je vous en prie. Colette? Alors, moi, spécialement, j'ai été inspirée tout d'abord par ma mère. On va partir sur mes expériences personnelles parce que ma mère, c'est une femme, comme l'a dit Nadia tantôt, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Ce qu'un homme peut faire, une femme aussi peut le faire. C'est de là, j'ai appris que j'ai la capacité de créer de grandes choses. Maintenant, venons dans le cadre professionnel. J'ai quitté le salariat pour entrer dans l'entrepreneuriat à coup de tête. Et je déconseillerais à la jeune génération qui arrive de ne pas faire pareil. Comme vous? Non, de ne pas faire pareil, de prendre le temps d'étudier. Vous regrettez déjà? Je ne regrette pas, mais juste que j'aurais bien voulu préparer. Il y a une transition. Il y a une transition, non. J'ai juste démissionné de mon boulot et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que l'expérience du salariat et l'expérience que j'ai aujourd'hui ont formé cette personne que vous voyez aujourd'hui. Cette personne qui a la capacité d'initier un programme comme Digital Girl pour former et accompagner les jeunes femmes. Parce que je me dis que la femme, c'est l'avenir. Et cibler les jeunes filles, c'est aussi très important parce qu'il faut que nous puissions les montrer qu'elles ont la capacité d'être comme, on va prendre l'exemple comme Michelle Obama. Voilà, parce que la plupart du temps ici en Afrique, on n'a pas inculqué cette valeur aux femmes, de les faire comprendre que nous avons la capacité de faire de grandes choses. On a reçu une éducation où la femme, elle est censée être une femme mariée, faire des enfants, ce qui fait qu'on ne fournit pas le maximum d'efforts que nous devons faire. Donc, avec ce programme que j'ai décidé de lancer, je suis sûre que nous allons créer de femmes fortes, de femmes comme Nadia avec un leadership assez fort. Donc voilà un peu mon parcours, comment je pourrais résumer tout ça. Un nouveau qualificatif pour toi, Nadia. Plutôt que de rester en plateau, nous avons voulu confronter nos idées à celles du public. Nous sommes allés à la rencontre de la jeunesse pour leur poser une question simple. Qu'est-ce qu'un leader? Et selon eux, de quoi les jeunes ont-ils besoin pour réussir et le devenir? Leur réponse dans ce micro-trottoir. Un
Un leader, c'est quelqu'un qui influence positivement. Il n'impose pas, mais il propose une vision, il guide et il élève les autres. Pour moi, un leader, c'est une personne capable d'influencer positivement les autres, qui fait preuve de vision, de responsabilité et d'écoute. Pour ma part, un leader est avant tout une personne qui inspire, une personne qui influence sa communauté, c'est-à-dire son entourage. Un leader n'est pas simplement une personne qui parle, mais un leader est également une personne qui agit avant même de parler. Un leader est une personne qui donne des exemples de ce qu'il dit à son entourage. Et pour continuer, un leader est également cette personne qui motive. Un leader guide, un leader écoute son entourage et aide également les gens autour de lui à devenir meilleurs. Je dirais que le leadership est plus qu'une responsabilité qu'un titre. Pour devenir leader, la jeunesse a besoin d'abord d'avoir une confiance en soi, un emploi du temps bien structuré, un effort constant. Au niveau de l'éducation, avoir un espace qui permettrait d'exprimer le talent de tout un chacun pour pouvoir avoir de l'expérience aussi. Et pour aussi devenir leader, les jeunes ont besoin de l'estime de soi, des formations et des suivis par des professionnels. Ce dont les jeunes ont besoin de nos jours pour devenir des leaders est tout d'abord, les jeunes ont aujourd'hui besoin d'avoir une vision claire et une formation qui va dans le sens de la vision qu'ils ont. Et par après, ces jeunes doivent développer des valeurs telles que l'intégrité, la discipline et également avoir le sens de la responsabilité. La société doit faire confiance aux jeunes et doit leur offrir les opportunités de s'exprimer afin de faire montrer ou bien de faire valoir leur leadership. Nous avons entendu les aspirations et les rêves de la jeunesse. Pour les concrétiser, il y a souvent des défis. Madame Colette, quels sont selon vous les obstacles qui freinent le leadership de la jeunesse aujourd'hui? Alors, je vais toujours revenir sur le mentorat adapté parce que nous manquons de structure. On va partir du simple fait que beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en ignorant que l'entrepreneuriat, ça s'apprend, ça se vit. C'est une expérience que vous devez vivre, connaître avant de vous lancer. Donc, pour moi, nous manquons de mentorat adapté, nous manquons aussi de structure de formation. Le structure de formation adaptée à notre ère. Parce que là, on parle de l'ère de digital, l'ère de l'IA, etc. Mais nous manquons de structures adaptées pour permettre à cette jeune génération de pouvoir se former. Donc, je pense que ce sont les deux obstacles, les deux freins principaux qu'on peut citer. Voilà. Vous en dites quoi, Nadia, de la question? Je vais continuer dans le même sens que Colette pour dire que la question de l'accompagnement dans la problématique du leadership est très, très important. L'accompagnement déjà dans la sphère familiale et l'accompagnement également au-delà de la sphère familiale. Et pour moi, des nombreux obstacles, c'est en fait la répercussion, je vais dire, d'une problématique sociale beaucoup plus grande. Au Togo, il y a une réelle problématique face au patriotisme parce que le leadership vient répondre déjà d'abord à une problématique de construction. Nous construisons nos écosystèmes, en nous réalisant, nous devenons une version de nous-mêmes qui apporte beaucoup plus de valeur à notre environnement proche, mais également à notre environnement, à notre pays. Quand un Togolais, même fut-il naturalisé français ou autre, gagne une coupe quelque part, tout de suite on entend parler du Togo. C'est pour dire que c'est une problématique qui est beaucoup plus grande que nous. Et donc cette prise de conscience-là, elle est encore à faire dans notre pays en fait. Et je crois c'est d'abord dans la sphère familiale d'emmener que les parents se rendent compte qu'il faut quand même emmener chaque enfant à penser à sa contribution à l'écosystème. Et au-delà sur la question du mentorat ou de la formation, c'est vrai que nos aînés, etc., contrairement à d'autres écosystèmes, ne sont pas forcément
présent pour accompagner et tendre la main. Et c'est au quotidien, c'est-à-dire en entreprise, quand le stagiaire arrive, comment les responsables de département se comportent vis-à-vis de cette personne, à un nouveau poste, comment les directeurs se comportent envers ces personnes, comment les gens simplement dans la société, ah, cette jeune-là, j'aime ce que ce jeune fait, je vais l'appeler, je vais lui apporter ceci, je vais contribuer, je vais faire ceci, parce qu'au-delà, on se rend compte que plus chaque jeune va briller à des endroits différents, plus le pays, plus notre écosystème va s'améliorer. Et tellement les gens ont dû se battre pour y arriver quasiment seuls, parce que personne n'y arrive seul, qu'au bout d'un moment, on a l'impression que ces aînés, ils sont là, ils disent, ben, nous, on n'a pas eu d'aide, alors laissez-les se débrouiller. Laissez-les se débrouiller. Il y a une cassure qui, je crois, tire son origine d'une problématique beaucoup plus sociale. Il y a une cassure... Un problème de mentalité? Oui, un problème de mentalité. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, par exemple, c'est compliqué aujourd'hui que des parents, des gens puissent avoir les enfants de leur oncle, etc., comme avant. Au Togo, c'est une pratique qui était monnaie courante. Mais la pratique a eu de mauvaises expériences. Chaque individu togolais, je suis sûre, quand on en prend, vous allez forcément entendre des maisons cassées, des familles brisées. Aujourd'hui, la majorité des jeunes qui sont encore vraiment autant engagés dans les questions familiales, quand on a vu nos pères et nos grands-pères le faire, c'est compliqué. Et le socle d'une société, c'est la famille. Est-ce que vous voulez dire que l'expérience familiale à l'occidental est en train de briser tout ce que nos aïeux ont construit en matière de cohésion familiale? Oui et non, parce que j'estime que ce n'est pas le type de nomenclature, mais c'est la capacité pour chacun de pouvoir prôner le bien. Le principe selon lequel il faut faire du bien, il faut faire à autrui. En tout cas, il ne faut pas... même si tu ne veux pas faire à autrui ce que tu veux qu'on te fasse, il ne faut surtout pas lui faire ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Je crois que ça, c'est un principe qui existe dans toutes les sociétés, occidentales, africaines ou tout autre. On n'est pas forcément obligé de faire comme nos parents, de prendre soin des enfants des autres, etc. Mais la question de la cohésion sociale, comme vous l'avez dit, dans les familles, pour moi, est un point culminant dans la reconstitution du sentiment de patriotisme, du devoir. Les gens au Togo, les Togolais, quand ils sortent, parfois, souvent même du Togo, se donnent beaucoup plus que quand ils ne sont dans leur pays. Et pour moi, oui, pour moi, c'est problématique. Les mêmes personnes qui étaient, je vais dire, carrées sur certaines choses, les mêmes responsables qui refusaient certaines mutations, certaines, comment je vais dire, certaines dynamisations, se retrouvent ailleurs, dans d'autres écosystèmes, en train de promouvoir les mêmes choses. Les mêmes personnes acclament des façons de faire qui se font dans d'autres pays, alors que dans leur pays, en vérité, c'est eux qui devraient être l'initiateur de ces dynamiques-là. Et ce n'est pas faute que ces personnes ne soient sorties. Ce n'est pas faute qu'on ne soit sorti. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, la génération de la jeunesse, aujourd'hui, on l'aura constaté, il y a une question, une sorte de frustration dans l'air, une sorte de no-dit. Voilà, dans l'air, surtout entre la génération dont moi je fais partie et la génération juste après nous. Il y a une sorte de décalage dans l'appréhension. Si je comprends depuis là, c'est que le patriotisme intervient en grande partie dans le leadership de la jeunesse. Bien sûr. Je pense aussi que le plus grand de notre problème dans l'écosystème togolais, c'est que beaucoup sont dans l'individualisme. Si on arrivait à constituer une communauté, nous sommes dans le système... Nous n'aimons pas participer à créer une synergie autour d'une activité, chacun se dit non, il faut que ce soit moi. Comme l'a dit Nadia tantôt, on a souffert avant d'y arriver, donc sinon qu'à souffrir un peu avant d'y arriver, alors que c'est faux. Alors que c'est faux, il faut vraiment un système de communautarisme qui va nous permettre à nous d'aller devant, de faire émerger nos communautés. Et faire émerger Merci beaucoup. Colette, le Togo est en pleine mutation. Selon vous, comment les jeunes leaders peuvent-ils s'impliquer dans la gouvernance, l'économie ou le développement communautaire sans être uniquement des acteurs passifs?
Alors, il faut que la jeunesse actuelle puisse initier, créer des activités sociales qui vont permettre à notre jeunesse actuelle, bien la jeunesse qui va venir, d'être au même niveau intellectuel. Si chacun de nous, moi je suis dans le digital, Nadia est dans tout ce qui est droit, si nous arrivons à mettre un accompagnement spécialisé dans le domaine de chacun, nous pouvons apprendre à ces jeunes-là à faire mieux. Eux aussi, eux derrière, étant donné qu'on les a accompagnés de façon sociale, eux aussi vont se dire, ah, on a eu des mentors qui nous ont accompagnés sans rien demander en retour. Nous aussi, nous pouvons faire et ensemble, on pourra créer un leadership assez fort et différencier de ceux de la génération précédente. Je vois que le mentorat et le coaching vous tiennent beaucoup à cœur, Nadia. Oui. Je veux revenir sur ce que Colette a dit et sur une comparaison avec la société traditionnelle qu'on avait. En fait, comme je le dis, la question de prise de conscience personnelle à tous les niveaux, elle est très importante. Dans les systèmes occidentaux, c'est vrai que les enfants des oncles ne sont pas forcément, mais ils ont des lignes sociales qui accompagnent toute personne qui naît dans le pays, en tout cas qui est de cette nationalité-là. C'est un peu comme les cagnottes des groupes de famille, en fait. En vérité, que tous ceux qui travaillent contribuent à appuyer ceux qui ne travaillent pas ou qui sont plus jeunes, etc. Alors que dans nos écosystèmes à nous avons beaucoup trop peu de programmes sociaux, beaucoup trop peu d'aide sociale, tout simplement. Et il faudrait que la question de l'aide sociale soit réformée et revienne dans les politiques déjà. Mais au niveau de la jeunesse en elle-même, c'est qu'il faut prendre conscience que ce qui a été fait, voici les résultats que nous avons. Je ne pense pas que les résultats que nous avons actuellement apportent satisfaction ni à la jeunesse ni à nos aînés. Et donc, il faut faire quelque chose. Et vu que les mêmes actions occasionnent les mêmes résultats, c'est qu'il faut changer les actions tout simplement. Il faut faire preuve de plus de communautarisme. Il faut prôner l'intérêt général. C'est vrai qu'on ne peut pas... Il faut mettre l'humain au centre de nos initiatives. Exactement. Merci beaucoup. Exactement. Colette, la réussite peut être un parcours semé d'échecs. Comment accompagnez-vous les jeunes à accepter et à apprendre de leurs échecs pour mieux grandir? Alors, dans ma team, disons que tant que nous n'avons pas essayé, nous ne saurons pas. Donc, l'échec fait partie du processus. C'est en apprenant de ses erreurs qu'on revient plus fort et plus stratégique. Donc, je dis à chaque personne que j'accompagne sur la route, surtout dans l'entrepreneuriat, tu auras à pleurer, tu auras à tomber. Mais de savoir qu'est-ce qui t'a fait pleurer, qu'est-ce qui m'a fait tomber pour que demain, je revienne plus fort, c'est tout. Donc, l'échec fait partie du processus. Il faut que chacun des jeunes comprenne qu'aujourd'hui, Aliko Dangote, je prends l'exemple de ceux qui ont réussi dans la sphère, Aliko Dangote ne s'est pas levé aujourd'hui et devenu Aliko Dangote. Je dis aussi souvent qu'il faut que nous ayons des panels inspirants avec le parcours de d'autres personnes, des dévanciers. Par exemple, c'est ce que nous avons eu à instaurer sur nos programmes Digital Girl. Nous recevons des gens, des aînés qui ont déjà parcouru ce domaine de l'entrepreneuriat, qui sont des références pour faire comprendre à ces jeunes que vous aurez à échouer, mais ne baissez pas les bras. La résilience est le mot d'ordre. Donc vous le mettez en face des réalités. Nous les mettons en face des réalités. Je dirais qu'aujourd'hui, on parle, les personnes qui réussissent ou qui sont sur le chemin de la réussite parlent beaucoup moins de leurs échecs. Et ça a une raison, c'est parce que quand tu n'es pas en face de personnes préparées psychologiquement, ça peut produire l'impact contraire. Mais on le sait tous, l'échec, ça fait partie de la route et il faut simplement travailler sur soi pour être résilient, tout simplement. Au-delà de ça, je dirais que c'est la vie, les expériences que nous avons dans la vie, c'est comme si tu avais un trousseau de portefeuille et que tu rentrais dans le bâtiment de la TVT, tu dois venir au studio rouge, mais tu ne connais pas le studio rouge. Si chacun de nous savait exactement quelles sont les actions exactes à faire dans le temps, dans l'espace, pour atteindre, pour s'accomplir totalement, depuis que nous sommes venus sur la Terre, nous serions en train de le faire exactement. Mais parce qu'il faut apprendre
apprendre et que le parcours est tout autant important que la destination finale, eh bien, quand j'arrive à la TVT, je vais devoir ouvrir 3-4 bureaux. Et si je ne les ouvre pas, c'est en les ouvrant que j'élimine les clés, en fait. Mais au-delà, je voudrais quand même revenir sur un aspect, c'est que il ne faut pas confondre la résilience avec l'entêtement. Colette a dit quelque chose, en accompagnant, en boostant d'autres personnes, ceux qui viennent derrière feront forcément mieux, tout simplement. Et j'ai un oncle qui disait que les animaux qui ont la queue n'ont pas besoin d'éventail, parce que la queue leur permet de chasser les monstres, tout simplement. Donc, c'est de réfléchir vraiment. Il ne faut pas souffrir pour rien. Tous ceux qui souffrent ne vont pas réussir, malheureusement. Ça, c'est évident. Malheureusement. Il faut comprendre que la souffrance fait partie de la qualité du parcours et pouvoir s'approprier cela comme étant mais on ne va pas non plus souffrir le long de tout le parcours. Exactement. Merci beaucoup. Colette, au-delà des programmes de formation, quelles actions concrètes les institutions publiques ou les entreprises togolaises pourraient-elles mettre en place pour mieux valoriser le leadership de la jeunesse? Nous allons parler du point le plus fort, c'est le financement. Alors, nous avons, en tant que jeune entrepreneur, je m'identifie comme une jeune entrepreneur, nous avons cette envie-là, le côté social déjà, puisque Digital Girl a un projet social, nous aimerions avoir l'appui des institutions publiques pour nous permettre de pouvoir continuer dans cette lancée, dans cette envie de pouvoir apporter en plus, surtout à la gente féminine, on aimerait avoir des soutiens financiers. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Donc, à part ça se résume au soutien financier. Ça se résume au soutien financier parce que nous sommes déjà lancés dans des programmes, dans le côté social, comme l'a dit Nadia, il faut maintenant qu'on puisse appuyer parce que présentement, tout ce que nous faisons, c'est sur fonds propres. On a envie d'aider, mais à un moment donné, on va s'arrêter parce qu'on n'a pas de budget financière. Voilà. Nadia. Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Moi, je dirais d'abord pour les entreprises publiques, il y en a beaucoup qui sont sur la thématique du leadership, beaucoup plus de concordance dans les actions qui sont menées et que on sente l'image de leadership et d'impact d'abord à leur niveau. Parce que c'est très déstabilisant déjà pour le jeune, que ce soit de l'intérieur, de l'extérieur, de remarquer pas que les programmes ou que les activités aient l'impact ou non, mais de remarquer beaucoup trop de déconcordance dans les actions qui sont posées. C'est très important parce que la jeunesse apprend et s'inspire et hérite de cela, de cet héritage-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus de concordance dans les actions qui sont menées par les institutions publiques sur cette thématique-là et que cette thématique puisse être appropriée comme un pilier de développement social. La qualité des gens qui constituent le pays, la façon dont ils ont confiance en eux, qu'ils peuvent l'idée, etc., est très importante à tous les niveaux. Au-delà de tout ce qui est partenaires internationaux, entreprises privées, etc., c'est qu'il faut que chacun puisse se responsabiliser. Parce que moi, j'ai été déjà dans des cadres où tout le monde se jette la pierre. Les partenaires publics posent la question, qu'est-ce que vous avez fait? Quel est l'impact? Mais non, ils ont aussi leurs responsabilités. Ils financent des programmes. Quand tu finances un programme et que l'impact n'est pas là, il faut soit changer la façon de financer ou financer les gens qui apportent déjà de l'impact. C'est très important. Il faut qu'on sorte des chemins qui n'apportent pas des résultats et qu'on investisse sur ce qui a apporté déjà des résultats. En somme, l'exemple que les aînés donnent est très important dans la valorisation du leadership des jeunes. Très important. Merci beaucoup. Colette, le leadership, on en parle, mais il ne se limite pas à la politique ou à l'entrepreneuriat. Où voyez-vous émerger aujourd'hui le plus de jeunes leaders au Togo? Est-ce que c'est dans les arts, dans les sciences, dans le social? Alors, je pense que c'est plus dans le digital.
beaucoup veulent rentrer dans le digital parce que grâce au digital, il n'y a pas de limite. Grâce au digital, j'ai des potentiels clients un peu partout dans le monde. Grâce au digital, nous pouvons faire des formations en ligne. Il faut que nous ayons des structures de formation de notre ère pour pouvoir permettre à ces jeunes-là qui sont plus intéressés par l'IA de vraiment éclore, et de sortir leur plein potentiel. Merci Nadia. Oui, le digital, les métiers du digital, je dirais même qu'il y a beaucoup de pays qui viennent recruter au Togo dans le digital. Le Togo a un énorme potentiel sur la qualification des compétences dans le digital et il faut effectivement un accompagnement. Au-delà de ça, le Togo est également une mine d'or en termes de prestations de services. C'est très récent la venue des Togolais sur les thématiques de commerce, d'e-commerce, etc. Le Togolais traditionnellement est celui qui fait les longues études, etc. Donc on a beaucoup de Togolais dans la prestation de services de qualité, tout type de services et qui parfois depuis ici ou ailleurs prestent dans d'autres pays, etc. Et je dirais que c'est quelque chose qui est encouragé. Vous avez dit, c'est pas que dans la politique, pas que dans l'entrepreneuriat, mais même au sein des entreprises, etc. On voit de plus en plus de profils qui apportent de la structuration, qui apportent des résultats, de la croissance. Je pense qu'il est temps qu'on mette ces jeunes-là beaucoup plus devant, que ce soit même d'ailleurs dans la politique d'ailleurs. Je crois qu'il est temps qu'on permette à ces jeunes-là d'apporter de leur contenu, de leurs innovations dans la façon de faire. Nous parlons du digital, qui est le domaine dans lequel les jeunes émergent beaucoup aujourd'hui. Et justement, comment la digitalisation et les réseaux sociaux ont-ils transformé la manière dont les jeunes exercent leur leadership? Je voudrais dire, quels sont les avantages et les risques de cette évolution? Alors, je vais commencer par les risques. Alors, les risques, c'est que la plupart de la jeunesse, on va dire la plus grande partie, n'est pas concentrée. On est plus dans l'amusement, ce que offre le digital en termes d'amusement. D'autres sont là à faire des challenges TikTok, etc. D'autres sont là à aller consommer des contenus illicites, explicites. Alors que on a beaucoup à gagner grâce au digital. C'est ce que j'apprends toujours à mes coachés. Avec le digital, on peut se faire de l'argent. Avec le digital, on peut enseigner. Avec le digital, on peut inspirer des gens. Donc, avec le digital nous offre plus de points positifs que de points négatifs. Mais la génération actuelle, on a besoin de les rééduquer par rapport au bon côté du digital. Pour l'instant, nous ne l'utilisons pas encore précisément au Togo, d'où ma force, voilà, ou bien d'où, comment je vais le dire, ma motivation à faire comprendre aux femmes qu'avec le digital, nous pouvons nous faire de l'argent et délocaliser le business de nos mamans. Merci beaucoup. Nadia, selon vous, le digital a-t-il des incidences sur la façon dont les jeunes exercent leur leadership? Il y a des incidences positives comme négatives. En termes d'incidences positives, effectivement, comme Colette le disait, le digital nous permet de nous ouvrir beaucoup plus au monde. Les Togolais la majorité des Togolais ne voyagent pas beaucoup. Et aujourd'hui, avec le digital, on a la possibilité de voir ce qu'il y a ailleurs. Et cela impacte la façon dont nous réfléchissons, etc. Mais au-delà de ça, effectivement, comme Colette l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui se dirigent vers des industries créatives sans comprendre que c'est un business. Les gens font semblant de s'amuser sur le digital, mais ils ne s'amusent pas. Ils sont en train de gagner de l'argent. Les gens font semblant de faire des bad buzz, mais pour certains, c'est un travail ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est se tirer une balle dans le pied que de ne regarder que ce côté-là et de ne faire que ça sans avoir mis en place le tunnel ou le processus qui permet à toi aussi de rentabiliser. De tirer ton épingle du jeu. Donc, l'industrie créative au Togo, ce sont des secteurs qui sont beaucoup à réformer. Beaucoup à réformer. Au-delà de ça, je dirais qu'aujourd'hui, le digital est en train de corrompre la définition du leadership.
Aujourd'hui, par rapport au digital, le digital prône parfois des valeurs qui ne sont pas forcément à prôner. Prône des résultats sans avoir montré le parcours. Et les gens ont l'impression que tout est facile comme ça. Et les gens sont parfois prêts à tout pour pouvoir se montrer tout simplement. Et c'est quelque chose dont il faut faire très attention. Il faut pas, les gens ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. Et donc, il faut faire très attention à l'impact que cela a sur nous. Au-delà de ça, aujourd'hui, avec le digital, on est en train de quitter la présomption d'innocence pour aller sur la présomption de culpabilité. Aujourd'hui, n'importe qui aujourd'hui, la personne achète quelque chose chez toi, il a ton numéro commercial, mais il ne se plaint pas sur le numéro commercial. Il va d'abord publier sur Internet avant de venir se plaindre sur le numéro commercial. C'est pour dire que oui, le digital nous ouvre. Le digital a changé beaucoup les habitudes des jeunes. Exactement. Et surtout dans la façon dont ils exercent le leadership. Merci beaucoup. Il fait partie d'une nouvelle génération de leaders qui émerge au Togo et qui porte en elle l'énergie du changement. Divet Konga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un jeune défenseur des droits de l'homme et directeur exécutif du CDFDH, le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Nous l'avons suivi pour comprendre ce qui motive son action et les défis qu'il rencontre au quotidien. C'est un portrait intime au cœur de son leadership. Le leadership n'est pas un titre, c'est une action. C'est un engagement quotidien sur le terrain, aux côtés de son équipe et de sa communauté. Divin Konga, un jeune, a fait du leadership sa passion. Il nous en parle. De façon générale, mes journées ne se ressemblent pas toutes, mais il y a essentiellement des séances de travail avec les membres de mon équipe. Il y a aussi des moments où je dois me concentrer pour faire des documents, soit des analyses juridiques ou en tout cas des documents dans le cadre de notre travail sur les droits humains. Mais en tant que directeur, je suis aussi emmené à travailler sur des aspects administratifs et comptables. C'est peut-être la partie que j'aime le moins, mais qui m'instruit beaucoup. Et j'ai aussi des moments de sollicitation de la part des membres de mon équipe. Nous avons des stagiaires qui sont ici avec nous dans le cadre de leur apprentissage professionnel ou académique, qui peuvent à tout moment cogner à ma porte pour poser une question, demander une aide pour la rédaction d'un document ou des clarifications d'ailleurs sur un travail qui leur est donné. Il y a aussi les moments où mon patron vient me demander soit des comptes ou soit me donner des instructions. Il arrive que selon des circonstances données, je sois amené à aller sur le terrain ou même à la prison civile de Lomé ou dans des lieux de détention dans le cadre du monitoring que nous faisons. Il arrive aussi dans le cadre de mon travail de bureau un peu de faire des réunions avec des partenaires pour faire le point d'un certain nombre de sujets, mais aussi d'aller à la rencontre de ces partenaires-là dans le cadre de nos interactions avec les missions diplomatiques ou des institutions ou des mécanismes des droits humains. Il m'arrive d'aller à des rencontres, par exemple, avec ces personnalités. Les succès d'un leader sont souvent mis en lumière, mais on oublie parfois les épreuves qui forgent son caractère. Parlons de difficultés, parce qu'il y en a toujours. Je parlerai d'abord du tout début. Dans ma première année d'expérience professionnelle, lorsque j'ai eu l'opportunité de faire un stage en Gambie, c'était plutôt bien payé. Et après le stage, je suis revenu au Togo. Et j'avais le choix entre un stage non rémunéré ici et une opportunité de l'autre côté. Pour différentes raisons, y compris des raisons de conviction personnelle, je suis plutôt resté au Togo. Et les moments qui s'en sont suivis, comme vous pouvez imaginer, qui étaient des moments de volontariat, n'ont pas été faciles. Je me rappelle que je devais marcher de Douane à Dido Gomé, où j'habitais, au siège du CDFDH, qui se situait dans la rue 127 à Flaogakli. C'était 5 km de marche, 2 enseignements et j'avais toute une playlist que j'écoutais de la musique pendant que je faisais la route à pied. Et c'était pas facile. Dans un second temps aussi, ça a été un moment pas facile. C'était aussi les moments où j'ai commencé par justement
faire face à la sévérité d'un père qui voulait me corriger. Quand je dis un père, c'est mon patron, mon mentor dans le cadre du travail. Face à un certain nombre d'erreurs que j'ai pu commettre, il a dû sévir et c'était des moments où émotionnellement, psychologiquement, j'ai été bousculé. Mais ce qui, à mon avis, m'a permis de tenir dans ce type de moment, c'était la conviction ou en tout cas la foi que j'ai en Dieu, qui me disent de garder foi en l'avenir. La route du leader est semée d'embûches, mais il est aussi soutenu par ceux qui l'entourent. Le changement le plus notable de l'action de Divin et Sodongema Konga, je dirais, c'est la mise en place d'une gouvernance plus structurée, participative. Sous son leadership, nous avons aujourd'hui des processus décisionnels qui sont plus inclusifs et qui permettent de renforcer déjà la confiance entre collègues, les collaboratrices directes que nous sommes, et également avec nos équipes. Et ça permet également de travailler efficacement sur la mise en place des projets, des différentes initiatives et projets avec nos partenaires. Le changement le plus notable que l'action de Divin Konga Aymar a apporté au sein de notre structure, moi je dirais qu'il se trouve à deux niveaux. D'abord l'inclusion des jeunes et des femmes. Alors d'abord en ce qui concerne les jeunes, moi je pense que c'est la première fois que je travaille dans un environnement où il y a autant de jeunes engagés à vouloir défendre les droits humains. Dans un environnement, on va dire, convivial, mais strict en même temps et discipliné. Alors, l'inclusion au niveau des femmes, du coup, vous l'aurez remarqué, les deux plus proches collaborateurs de Divin, ce sont des femmes. Moi, je pense, encore une fois, c'est vraiment tout nouveau pour moi, parce que d'habitude, quand on arrive dans une structure, c'est vraiment des hommes, des hommes, des hommes. Et aujourd'hui, en fait, dans notre structure, nous, on a un homme et deux femmes qui travaillent à ses côtés. Des témoignages qui montrent l'impact et le fort engagement de Divin Konga. Mais pour que d'autres jeunes puissent s'engager à leur tour, il faut d'abord identifier les défis à relever. Ces dernières années, j'ai eu effectivement la chance de beaucoup travailler avec les jeunes. Et le premier constat que j'ai fait, c'est que les jeunes, ils ont des rêves. Ils ont des visions assez grandes. Mais alors, parmi les différents obstacles qu'ils rencontrent, s'il fallait que j'en prenne un qui devrait être le plus grand, je dirais que c'est le manque d'accès à des opportunités concrètes de formation, de mentorat, ce qui leur permettrait d'avoir accès à des financements. En réalité, lorsque vous voyez les jeunes, que ce soit dans la société civile, dans le domaine de l'entrepreneuriat ou même dans l'administration publique, chacun est aujourd'hui confronté au message selon lequel il faut promouvoir l'excellence, il faut aspirer à l'excellence. Mais une fois qu'on a dit ça, quels sont les créneaux dans lesquels on peut orienter ces jeunes-là, de sorte qu'ils puissent savoir, voici les types de formations qui peuvent m'amener à avoir justement des opportunités assez claires lorsque je vais grandir. Si notre société arrive par rapport au plan de développement de nos pays, par rapport aux besoins du marché dans notre pays, à donner donc aux jeunes des opportunités de formation assez claires, assez pointues, et que ces jeunes peuvent bénéficier de l'accompagnement des aînés, de l'accompagnement des mentors, je pense que ça peut les prédisposer à donner le meilleur et à offrir le meilleur. Ces obstacles sont bien réels, mais les solutions existent. J'ai pu avoir, par la grâce de Dieu, le parcours que j'ai, parce qu'à des moments donnés, il y a eu des aînés qui m'ont tenu la main. J'ai eu des opportunités, parfois que je ne méritais pas forcément, parce que des gens ont cru en moi et ont créé le cadre pour que je puisse apprendre à faire quelque chose ou que je puisse grandir. Divin Konga nous l'a montré, le leadership est avant tout une question de passion, de résilience et d'impact sur sa communauté. Des exemples comme le sien sont essentiels pour inspirer la prochaine génération de leaders togolais. Après ces images motivantes, on ne peut que saluer le travail de ces jeunes qui se forment sur le terrain. Cela soulève une question essentielle. Colette, l'éducation formelle prépare-t-elle suffisamment les jeunes à devenir des leaders? Sinon, quel rôle les initiatives comme les vôtres jouent-elles pour combler ce tout? Alors, l'éducation formelle ne donne pas tout. Nadia avait dit tantôt que ce que nous apprenons, nos professeurs nous disaient que nous apprenons 40%. Maintenant, les 60%, c'est sur le terrain. Donc, nos formations sont à la fois théoriques ou pratiques. Et derrière les formations, nous avons un accompagnement, un suivi derrière. Nous ne vous formons pas
et nous vous laissons nous. Nous avons un suivi qui vous permet à nous derrière de voir est-ce que ce que nous avons transmis à ces personnes, mais à ces femmes, est-ce qu'elles exercent bien? Est-ce que son business est en train de marcher? Est-ce que ses services, elle est en train de mettre en pratique tout ce que nous avons appris? D'où vient le côté mentorat? Nous formons, nous ne nous arrêtons pas là. Je suis toujours disponible pour mes coachés afin de pouvoir leur donner encore plus que ce que nous avons eu à leur donner pendant la formation. Merci Nadia. Non, l'éducation formelle n'apporte pas tout, comme Colette le disait. À Mia Beloya Academy, par exemple, nous avons plusieurs parcours, mais je vais parler du plus connu, celui du métier de juriste d'entreprise. C'est parti d'un constat simple. On a parfois des étudiants en droit, niveau bac plus 5, bac plus 3, mais qui ont des difficultés à rédiger un contrat, à lire un contrat et à dire que non, ici ça ne va pas, à identifier les risques juridiques d'une activité, etc. tout simplement. Les gens oublient que l'école n'est qu'un outil en fait, pour pouvoir arriver à pratiquer ou à faire quelque chose. Et chez nous, nous apportons de la compétence pratique, nous formons sur la gestion juridique d'entreprise et nous formons surtout sur la personne, le profil du juriste d'entreprise. On vient de finir une cohorte et au cours de cette cohorte, nous avons eu 2 mentors qui ont accompagné ces 35 jeunes du Togo et d'ailleurs déjà. Nous avons eu M. Abbé, responsable juridique Ecobank, qui était là et qui a partagé le quotidien de ce que c'est que d'être un juriste aux côtés d'une entreprise. On a eu M. Trimon Arthur qui était là, qui avait un profil beaucoup plus différent et qui a beaucoup également impacté les participants. Et la question du leadership, elle est revenue. Et on disait que le leadership, ce n'est pas celui qui est devant toujours. Si vous voulez peser votre leadership, c'est au nombre de personnes auxquelles vous êtes utile, auxquelles vous servez. Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas appelé à être devant, tout simplement. Et donc, pour nous, c'est très important de pouvoir allier des compétences théoriques qu'on apprend à l'école, c'est très important, aux compétences pratiques, mais également au développement personnel et au-delà d'attirer l'attention, parce que tous les deux, ils ont attiré l'attention des participants sur le fait que peu importe combien les gens peuvent vous inspirer ou vous développer personnellement, la connexion au divin, l'environnement familial et votre volonté à pouvoir vous surpasser, à vous épanouir, c'est ce qui change tout simplement. Donc c'est très important que les gens comprennent qu'en fin de compte, quand on parle de leadership, ce n'est pas pouvoir, ce n'est pas autorité, mais c'est exemple, modèle. Exactement. Et Nadia et Colette, je vous remercie pour vos propos qui nous ont rappelé que l'investissement dans le leadership de la jeunesse n'est pas une option, mais c'est une nécessité pour construire l'avenir. Nous vous rappelons que Nadia Anwoun est juriste et fondatrice de Mia Beloya, un cabinet qui met le droit au service de la jeunesse et des femmes. Et Colette Ekwe, elle est la promotrice de Digital Girl, l'e-commerce au féminin, une initiative qui forme, accompagne, inspire les jeunes filles et les femmes sur les outils du digital avec un accent sur le e-commerce. Cet après-midi, nous avons compris que l'investissement dans le leadership des jeunes n'est pas une simple idée, c'est une nécessité. C'est en faisant ce pari sur le potentiel, sur leur créativité et sur leur audace que nous pourrons construire un pays plus fort et plus prospère. À nous tous, aux jeunes mentors décideurs, de transformer cette volonté en action concrète. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine.